Bonjour et bienvenue dans cet écho mémo numéro 9. Et ce numéro 9 s'intitulera Comment devenir riche en 2023. C'est bon? J'ai votre attention? Ok. Je voulais faire une petite rétrospective de 2022 et spéculer aussi pour 2023, voir ce qu'il va se passer, ce qui peut nous attendre pour cette année 2023. Et honnêtement, l'année 2022 a été, on va dire, plus que agitée, puisqu'on a connu une année extrêmement volatile, j'ai envie de dire, puisqu'on a connu des plus hauts pour ensuite connaître des plus bas. J'avais prévenu en début d'année, en fin d'année de l'année dernière ou en début de cette année, que nous allons vivre dans un grand range qui va tout simplement euh, qui va être énorme. Et c'est ce qu'on a vécu. Alors on a eu deux phases sur ce marché. Une période de début d'année qui a été plutôt propice autant aux cryptos qu'à la bourse, où on a connu quasiment des plus hauts. Puis on est redescendu. Oh, regardez, il y a mon caleçon là. Oh, il y a mon caleçon. C'est génial. C'est génial. Hop, désolé. Ouais. Ah bah c'est les aléas du direct, hein. Au moins vous voyez que c'est que des aléas du direct. Oui, donc 2022 a été très compliqué en début d'année, enfin super en début d'année puisqu'on a connu des plus hauts. Forcément, il fallait que ça corrige et ça a corrigé grandement. Les bulles ont éclaté, les bulles qui ont bullé jusqu'à l'explosion. Et bien voilà. La suite, ça a été une baisse des marchés à des plus bas qu'on n'aurait même pas imaginé, particulièrement au niveau de la crypto, où la crypto, elle, a vécu une très mauvaise période, puisqu'on est clairement en bear market, même si ça reste dans un range qui est totalement prévu et je dirais pas prévisible, mais tout à fait imaginable. Et donc voilà, 2023, comment est-ce qu'on va aborder cette année? Et donc comment est-ce qu'on va répondre à cette question de cet éco-mémo? Comment devenir riche en 2023? Eh bien, j'ai envie de dire que 2023, si vous n'avez pas été riche en 2022, eh ben, vous ne le serez certainement pas en 2023. En tout cas, du moins, pas grâce au marché, puisque les marchés, eux, vont continuer à vivre dans cet énorme range que l'on connaît depuis 2021-2022 et qui trouve ses débuts en 2018. Je pense qu'on va garder, on va garder cette grande volatilité sur les marchés, puisque aujourd'hui nous sommes gouvernés par les incertitudes. Gouvernés par les incertitudes, puisque voilà, on entend et on écoute un petit peu ce que disent les différents économistes sur les plateaux de télé ou sur YouTube, où tout simplement la récession nous pointe au nez. Alors, est-ce qu'il y aura une récession en 2023? Mon avis sur le sujet, c'est qu'il y aura certainement une récession en 2023. Une récession que l'on imagine ou que j'imagine avec une pente entre guillemets douce, puisque avec toutes ces incertitudes liées à la guerre, l'inflation que l'on a connue sur les marchés financiers, notamment au niveau des matières premières, mais aussi des flux de produits, hein, bien sûr, venant de la Chine et ailleurs, et des flux financiers. Les pénuries sur certains marchés vont continuer à exister, ou du moins ça sera en flux tendu. Et puis surtout, il va falloir qu'on s'habitue
qu'on s'habitue à avoir une énergie plus chère, une énergie moins abordable, moins disponible que ces 30, 40, 50 dernières années que l'on a connues avec un pétrole toujours disponible. C'est des choses qu'il va falloir que l'on apprenne à vivre avec et qui va nous permettre de réacquérir une certaine autonomie, parce que je pense qu'on a compris que clairement nos dirigeants n'ont pas travaillé à cette soi-disant autonomie qu'ils appellent de leur vœu depuis tant d'années, et qu'on se retrouve aujourd'hui face à des marchés qui plus est libres et concurrentiels, qui ont permis tout simplement cette envolée du prix de l'énergie, notamment sur celui du gaz, de l'électricité, mais aussi de matières premières essentielles comme le cuivre, l'aluminium, etc., où les spéculations ont eu bon train, clairement. Il faut comprendre une chose, c'est que l'argent qui a été créé et qui a été imprimé par les banques centrales et les banques commerciales, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie à travers le crédit, ce sont tout cet argent qui a été créé, tout ce flot monétaire numérique, puisque je rappelle que ça n'a pas été imprimé, mais ça a été imprimé numériquement. Tous ces euros numériques et tous ces dollars numériques ont fini forcément dans des marchés spéculatifs, et notamment sur des marchés comme les matières premières, et c'est la raison pour laquelle on a connu toutes ces hausses. Je vous avais prévenu que nous paierons le prix du Covid-19 à travers des matières premières plus chères, plus élevées. Et donc nous sommes en train de payer cette facture, et surtout, cet argent doit forcément finir quelque part. Donc soit il finit en cash auprès de fonds de gestion, de banques d'investissement, etc., etc., soit ils sont investis sur des marchés, et ils sont forcément investis notamment en bourse, mais aussi sur les matières premières, sur le forex, le dollar et l'euro, sur lequel je dirai un petit mot juste après, et surtout aussi dans l'immobilier. Donc on a connu de grandes hausses sur ces marchés. Ces grandes hausses forcément sont en ce moment en train d'être terminées, puisque ça a été aussi une bulle pour ces marchés, où justement la récession pointant et se confirmant, le cash retourne en trésorerie, clairement, et attend des beaux jours. C'est un petit peu ce qu'on a vécu justement ces derniers jours, cette dernière semaine, et un petit peu peut-être celle d'avant, où justement les marchés ont commencé à redescendre après une superbe envolée où le S&P 500 est quasiment retourné à des plus hauts, le CAC 40 aussi, le Nasdaq, lui qui continue son bear market, puisque la bulle a été plus grande sur ce marché, a été plus grande sur ce marché. Donc forcément, la plupart des bourses ont connu des quasi plus hauts, et qui recorrige aujourd'hui d'à peu près 10% pour cette fin d'année, parce que tout simplement la récession pointe son nez, et je vous confirme, effectivement, il y aura certainement une récession, mais ça ne sera pas une récession énorme, ça ne sera pas une récession des récessions, puisque on vit quelque chose qui n'a quasiment pas existé dans notre histoire. C'est celle et je vais m'attarder un peu dessus, c'est celle d'un marché du travail qui est plus qu'en bonne santé, qui est quasiment tout simplement en flux tendu, et extrêmement tendu, j'ai envie de dire, puisqu'on a du mal à trouver des gens pour travailler dans certains domaines. Je pense à la restauration, je pense au marketing, au commerce, je pense à peu près aujourd'hui tous les métiers confondus, où aujourd'hui on a quasiment
on est encore loin du plein emploi, mais on s'y rapproche. Dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, on est clairement au plein emploi, hein, à peu près à 5% de chômage pour toute la population active. Nous, on est à peu près à 7, entre 7 et 8%. Puisqu'on a toujours eu un chômage structurel. Si ce marché continue à être tendu et on a encore toujours autant de mal à embaucher et à avoir un carnet de commandes toujours autant rempli, il se peut, et je partage un petit peu la vision de Joe Biden qui nous avait prévenu en août. C'est pas souvent que je partage la vision de Joe Biden, mais pour le coup, là, oui. Effectivement, nous avons un fait unique historique qui est que nous sommes dans une croissance assez... nous sortons d'une croissance assez forte et nous avons toujours un marché de l'emploi qui est puissant, qui ne montre pas de signes de faiblesse, et ça c'est plutôt inédit, c'est plutôt unique dans l'histoire, et on peut faire ce pari que le marché du travail peut sauver cette prochaine récession qui pouvait s'annoncer monstrueuse. Donc on peut garder cette idée à l'esprit, et je dirais que on vit aussi une période assez spéciale, puisque nous sommes en sortie de ce qu'on appelle de la période de baby boom, où les personnes qui sont nées entre les années 1950, 1960, voire 1970, ou début des années 70, commencent à partir en retraite, et donc va encore tendre le marché du travail avec une recherche encore de personnes compétentes pour effectuer un travail. Et donc, j'ai envie de dire, pour les marchés étant composés d'entreprises, si les personnes qui travaillent continuent à recevoir des salaires, et qui plus est peut-être de plus en plus haut, du fait justement de cette concurrence entre les travailleurs qui va pousser le prix des salaires vers le haut légèrement, pas trop, parce que sinon on peut partir dans une spirale inflationniste, et ça peut être dangereux pour nous, mais pardon, mais ce fort marché du travail peut sauver les marchés, puisque tout simplement, des gens qui travaillent ont un salaire, donc consomment, et donc les résultats d'entreprise peuvent se maintenir à un niveau correct, raisonnable, même si ils peuvent ralentir. Je pense en début d'année, au premier ou au deuxième semestre, on peut avoir des marchés qui vont titiller des plus bas, peut-être un peu historiques. On va voir, mais les résultats des entreprises, si le marché du travail reste tendu, peut sauver les résultats des entreprises, et donc peuvent sauver la courbe des marchés, et ça c'est plutôt bon signe. Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet. Concernant la crypto, on a connu un vrai bear market. On a une corrélation, comme je vous ai prévenu auparavant sur d'autres vidéos, une corrélation avec le Nasdaq. Le Nasdaq qui a subi un éclatement de bulles, notamment avec des valeurs comme Tesla, comme Facebook, comme Amazon, etc., qui ont grandement baissé, et qui sont de grandes valeurs, donc qui pèsent sur l'indice qu'est le Nasdaq. Et donc la crypto-monnaie a tout simplement suivi ce mouvement, puisqu'ils sont profondément corrélés, et j'ai toujours incité vous qui me regardez à imaginer ce Nasdaq et ce marché de la technologie avec la crypto-monnaie comme un seul et même marché. Et donc on voit cette corrélation entre le marché de la crypto et le marché de la technologie que compose le Nasdaq, ou le Next 40, ou ce qu'on veut, et qui
pour moi, font partie d'un seul et même segment de marché. Euh, je pense que le marché de la crypto va encore continuer à être bas, à vivre dans un range qui va peut-être être un peu moins grand que les marchés, mais voilà, on va avoir une volatilité qui est encore un peu plus grande que les marchés traditionnels. Hein. C'est structurellement comme ça que ça se marche, que ça fonctionne pour la crypto-monnaie, puisque c'est un marché qui est beaucoup plus petit que tous ces marchés. Donc forcément, quand il y a un flux d'argent qui rentre ou qui sort, les mouvements sont plus élevés, hein, atteignent des 4, 5, 7, 8% rapidement. Euh, ce marché, je pense, va rester encore tâtonnant parce que il n'a pas encore trouvé sa réelle utilité sur le marché actuel de la technologie. Ça viendra certainement, mais voilà, l'adoption n'est pas encore grande, l'adoption n'est pas encore véridique et vérifiée. Elle débute. Donc on est encore dans une période d'adoption pour les crypto-monnaies. La bulle a éclaté. On retrouve des niveaux qui commencent à être intéressants, même si on peut encore revisiter quelques prix un petit peu plus bas. Mais je pense que les marchés ne vivront pas une chute aux enfers comme on l'a vécu en 2022. On restera à des niveaux à peu près actuels, bon an, mal an, moins 20, plus 20, voire plus 30, moins 30%. Un range à peu près comme ça, un range de 60%. Ce qui est déjà assez énorme. Euh, je pense que la crypto-monnaie est encore un actif ou des actifs qui peuvent être intéressants. On essaiera de se concentrer sur ce qu'on appelle les cryptos structurels. Je parle bien sûr des cryptos qui composent une blockchain, comme Ether avec Ethereum, ou comme BTC avec Bitcoin, Matic avec Polygon, etc., etc. Parce qu'on est encore dans un marché qui se construit. Mais voilà, on ne peut pas encore s'attendre à des miracles pour 2023 avec la crypto-monnaie. À faire attention avec 2024, je pense qu'il peut être un déclencheur si toutes les planètes s'alignent avec un redynamisme des marchés financiers traditionnels et l'arrivée du halving sur Bitcoin, qui reste toujours la crypto-monnaie de référence et la crypto-monnaie conductrice sur ce marché, où un halving va se produire en 2024, ce qui va certainement être bullish pour le Bitcoin, mais qui ne sera pas autant bullish qu'on l'a vécu dans le passé, puisque tout simplement la bulle a éclaté et c'est un marché aujourd'hui un petit peu plus profond qu'à ses débuts, qu'en 2020, je suppose. Je crois que c'était en 2020, oui, le dernier halving. Mais voilà, s'attacher un petit peu à la technologie en elle-même. On rappelle quand même que la blockchain est née de l'ambition d'avoir une alternative au système de transaction bancaire. Et clairement, aujourd'hui, la crypto-monnaie répond à cette demande. Il faut être clair. Aujourd'hui, dans le marché actuel, la crypto-monnaie répond à cette alternative bancaire, dans son essence. Et donc, voilà, il ne reste plus qu'à bâtir des ponts un peu partout, bâtir une utilisation toujours plus simple, toujours plus grande. Je pense notamment à la dernière info qu'on a vu passer, que j'ai partagé sur le Twitter de Crypto Risers. PayPal qui aujourd'hui va être intégré au wallet le plus populaire, le plus répandu de la crypto-monnaie qui s'appelle MetaMask. Et donc on a une intégration pour pouvoir acheter et peut-être, on verra, revendre des crypto-monnaies quand on en a besoin à travers le système PayPal. Et ça, c'est extrêmement bon pour l'adoption de la crypto-monnaie. Je regarderai aussi pour l'année prochaine les marchés de l'énergie.
puisque l'énergie va être absolument déterminant pour l'année prochaine. C'est un marché qui va vivre encore de grandes difficultés, mais qui va aussi être une période de belles opportunités dans ce secteur. Et j'ai envie de dire même dans tout le, dans tout le secteur financier, dans tout le marché dans tous les marchés aujourd'hui à l'heure actuelle. Pour les gens qui ont vécu et qui ont su faire ce qu'on appelle un money management, c'est-à-dire une gestion de son investissement en étant patient, en étant toujours basé sur un certain pourcentage de son portefeuille en cash. Aujourd'hui, 2022 a été une super année pour eux, puisqu'ils ont pu profiter de points bas pour pouvoir acheter des actifs financiers de qualité à des prix aujourd'hui défiant toute concurrence. C'est exactement la même chose pour la blockchain et les crypto-monnaies. 2022 pour ces investisseurs a été tout simplement magnifique. Et donc, je pense que 2023, pour le marché de l'énergie, je pense notamment à des sociétés comme Total Energy, mais aussi les énergies renouvelables, les producteurs d'énergie renouvelable, les fabricants de batteries et de stockage d'énergie, je pense aussi à l'hydrogène, au photovoltaïque, etc., sont des sociétés qui vont compter, puisque aujourd'hui, l'Europe fait face à son manque d'autonomie vis-à-vis des énergies fossiles, et que il va falloir compter sur ces sociétés pour justement bâtir une autonomie, une nouvelle autonomie en Europe en matière d'énergie. Je me détournerai de sociétés qui ne veulent absolument pas ou qui n'ont pas pour ambition de retravailler leur mix énergétique en termes de production, comme Chevron par exemple, qui n'a absolument pas pour ambition de se tourner vers l'énergie renouvelable, certainement pas BP ou Shell, mais des sociétés comme Total Direct Energy, pour moi, peuvent être intéressantes, puisqu'elles ont intégré justement dans leur stratégie justement de développer l'énergie renouvelable. Et je pense que ça peut être intéressant. Il va falloir être sélectif vis-à-vis de ces sociétés, mais je pense qu'on va retrouver des points bas sur des entreprises de qualité en début ou première moitié de l'année 2023, où justement, j'espère que ceux qui ont eu la stratégie de long terme de cash is king vont profiter de cette année qui arrive, oui, car cash is king, clairement, que ce soit pour les sociétés cotées comme les gestionnaires de fonds ou comme les banques d'investissement. Cash is king, cash flow is king. La trésorerie aujourd'hui de toutes ces sociétés, de tous ces acteurs est plein et est prêt à être utilisé lorsque des points bas vont arriver et vont devenir absolument intéressants. Et je pense que les investisseurs qui vont suivre cette stratégie, notamment ceux qui débutent leur portefeuille de long terme, moi je pense vraiment aux gens qui débutent leur portefeuille. 2022 a été une année extrêmement intéressante. 2023 peut aussi être une année intéressante, donc travaillez votre money management, même si une société vous intéresse, ne mettez pas une position d'un coup, découpez votre position pour avoir ce qu'on appelle un prix moyen d'acquisition intéressant. C'est super important. Si les marchés s'élèvent, c'est pas grave, vous êtes dans le bateau, mais ne mettez pas tout votre argent d'un coup, ça ne sert à rien. Découpez votre investissement, ça sera beaucoup plus intéressant. Quand vous voyez que votre portefeuille commence à diminuer un petit peu, reprenez un petit peu quelques actions sur lesquelles vous croyez, et je pense que là, vous aurez un prix d'acquisition qui va être vraiment intéressant pour les années à venir, et surtout pour un portefeuille qui va durer 20 ans, voire toute une vie.
pourquoi pas, notamment avec des actions qui peuvent être généreuses en matière de dividendes, et je parle toujours d'actions de qualité, parce que c'est extrêmement important. Euh, voilà ce que je pourrais dire pour l'année 2023. Travaillez toujours à votre autonomie, c'est absolument important si vous voulez faire des économies dans votre vie de tous les jours. Je pense que clairement le prix de l'énergie, même si il a connu une belle baisse ces derniers temps, il va falloir apprendre à vivre avec un prix beaucoup plus élevé, puisque cet argent aujourd'hui est placé dans ces marchés et donc ne redescendra pas de sitôt. Travaillez à votre autonomie d'énergie, à votre autonomie alimentaire. Je sais que quand on est dans une grande ville et que quand on est en appartement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense que il faut réfléchir, en tout cas pour les autres, à être beaucoup plus frugal en matière d'énergie parce que ça va coûter beaucoup plus cher pour l'Europe et ça peut être extrêmement préjudiciable pour votre épargne et votre portefeuille. Voilà. En tout cas, si je ne vous vois pas d'ici le 31 décembre, je vous souhaite de belles fêtes et je vous dis à très très bientôt et surtout à l'année prochaine. Ciao.